Notre invitée de la semaine, Madame Christine Saint-Pierre, députée d'Acadie, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Née à Saint-Roch-des-Aulnay, Madame Saint-Pierre passera près de 5 ans à l'université de Moncton où elle obtiendra son baccalauréat en sciences sociales, démographie, économie et droit. Entre 1976 et 2007, elle fut employée et courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa. Également correspondante à Washington pour le compte de Radio-Canada, elle s'implique activement dans le syndicat de communication de cette même société entre 2001 et 2005. Forte donc de cette expérience en journalisme parlementaire, elle décide au printemps 2007 de faire le saut en politique. Elle fut élue députée de la circonscription de l'Acadie aux élections générales du 26 mars 2007 et réélue aux élections générales du 8 décembre 2008. Passionnée aussi de culture, c'est donc tout naturellement qu'elle sera nommée au cours de ses 2 mandats ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle est également membre du comité interministériel du développement social, éducatif et culturel. Madame Christine Saint-Pierre est notre invitée de la semaine. Amis téléspectateurs d'Afrique-Canada TV, bonjour et bienvenue encore une fois à votre émission, l'invité de la semaine. Et pour cette émission, nous recevons Madame la ministre, Madame Christine Saint-Pierre. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça fait déjà depuis 2007 que vous êtes ministre de la Culture, de la Communication et de la Condition féminine. Et si vous devez faire un bilan à cette année 2011, ce serait lequel de votre poste à ce ministère-là? Beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. On a fait des choses qui sont assez exceptionnelles en conditions féminines, c'est-à-dire que nous avons changé la Charte des droits et libertés du Québec pour y inclure la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, ces mots, égalité entre les hommes et les femmes, n'apparaissaient pas dans notre charte et j'ai piloté un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité. Et changer une charte des droits et libertés, c'est pas facile et c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Alors, je suis très fière de ce changement que j'ai pu guider et que j'ai pu accomplir. J'ai aussi déposé un projet de loi pour revoir toute notre loi sur les biens culturels, une loi qui date des années 70, qui a besoin vraiment d'être revue. Et nous sommes présentement à l'analyse de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui s'appelle Projet de loi sur le patrimoine culturel. Alors, c'est tout ce qui touche notre patrimoine et qui est passé, évidemment, mais le patrimoine à venir dans le Québec. Alors ça, c'est vraiment, ça a été un gros travail de collecte de données. On a fait une tournée régionale. Je suis allée partout au Québec pour entendre les citoyens parler du patrimoine, leur attachement au patrimoine québécois. Et ça a conduit à ce projet de loi qui a presque 300 articles. Alors, c'est une pièce législative qui est majeure. On a eu aussi on a fait un vaste programme au Québec pour la mise aux normes de nos infrastructures. Dans ce programme-là, on inclut les infrastructures culturelles. Alors, ça fait en sorte que nos infrastructures qui avaient besoin vraiment d'un coup de jeunesse ont pu être restaurées. Et moi, j'y tenais beaucoup parce que nos artistes ont du talent, mais il faut aussi qu'ils se produisent à des endroits à la hauteur de leur talent et on avait besoin de vraiment améliorer leurs conditions et aussi les conditions de confort de ceux qui vont voir des spectacles. Alors, ça, c'est un peu un aperçu. Il y a d'autres choses aussi qu'on a améliorées. Par exemple, on a augmenté les budgets pour ce qui est de la protection de la langue française. On a également augmenté les budgets en culture. On continue à vraiment faire en sorte que la culture québécoise soit vraiment au cœur ou au centre de nos préoccupations. Vous savez, le ministère, en 2011, va célébrer ses 50 ans. Wow. Et lorsque le ministère a été créé, le gouvernement, à l'époque, voulait ajouter aux missions de l'État une 3e mission. L'État avait 2 missions fondamentales, l'économie, sa mission économique, sa mission sociale, et à ce moment-là, on y a ajouté la mission culturelle. Alors, je veux que pendant ce 50e anniversaire-là, les Québécois prennent vraiment conscience de la place que la culture a dans leur vie. Donc, et on va avoir à Montréal une magnifique salle de concert qui va être inaugurée en 2011. Alors, il y a aussi
pour ceux qui connaissent Montréal et ceux qui vont venir à Montréal, on peut parler du quartier des spectacles, qui est vraiment le cœur là, de Montréal, le cœur culturel de Montréal, dans le coin, évidemment, de la Place des Arts, c'est ça. Alors, il se fait beaucoup, beaucoup de choses en culture. C'est un beau, beau ministère. Et en communication, j'ai aussi commandé un rapport, une grande étude sur l'avenir des médias au Québec, qui me préoccupe beaucoup. Entre autres, l'information locale, régionale, ça me préoccupe énormément. La diversité des voix. Et le rapport qui a été préparé c'est un rapport qui a été préparé par une chercheure de l'Université Laval, Mme Dominique Payette. Et c'est un rapport important qui comporte 50 recommandations. Alors, on a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Ça se voit que vous n'avez pas chômé dans ces 3 années. Et je vais revenir au début de vos propos. Vous parler d'égalité entre hommes et femmes qui a dû être mentionné dans les tests. Dans le subconscient des gens, c'est quelque chose qui a toujours existé. Comment se fait qu'on le perçoit ainsi? Bien, c'est qu'on veut que le message soit clair. Et moi, le Conseil du statut de la femme nous a fait d'ailleurs une analyse, une recommandation. Et à la suite de la recommandation, ce qui était frappant, c'est de voir que cette charte des droits et libertés que nous avons au Québec, qui est vraiment une pièce majeure, une pièce fondamentale, ne parlait pas, c'est une charte qui évidemment interdit la discrimination et ces choses-là, mais ne parlait pas noir sur blanc de la question de la condition de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense que quand une société veut envoyer un message clair sur l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut l'inscrire dans notre loi fondamentale. C'est un message que le gouvernement a envoyé. Et le premier ministre Charest, il croit beaucoup à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a même composé un conseil des ministres paritaire. Et ça, c'était la première fois que ça se faisait dans l'histoire du Québec. Et je pense qu'il n'y aura plus jamais un gouvernement qui va reculer sur cette question-là. Que la parité, les femmes représentent 50% de notre société. C'est normal qu'elles siègent dans l'instance la plus importante pour prendre des décisions qui touchent 50% de la population. On a aussi une loi qui oblige les sociétés d'État, les sociétés qui sont sous la responsabilité du gouvernement, d'atteindre la parité sur les conseils d'administration cette année. Et on y est presque arrivé. Et on voudrait aussi que ce message passe aussi à travers l'entreprise privée. Nos grandes entreprises au Québec, on a fait faire une recherche, réalise que leurs conseils d'administration, en moyenne, là, si on fait tout l'ensemble des grands conseils d'administration des sociétés privées, 16% uniquement des sièges sont occupés par des femmes. Alors, il y a encore du chemin à faire. Et c'est ce message-là que nous voulons envoyer avec cette notion d'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que cette égalité entre les hommes et les femmes au quotidien, est-ce que vous constatez que c'est quelque chose qui avance? Est-ce que les gens prennent ça véritablement au sérieux? C'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup progressé. Si on retourne 30 ans, 50 ans en arrière, les femmes n'avaient même pas de statut juridique, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit le mari qui si vous vouliez acheter quelque chose, si une femme voulait acheter quelque chose, c'était le mari qui signait pour le prêt. Une femme ne pouvait pas... Une ancienne ministre était à Québec... avait été élue au Parlement de Québec et avait voulu se louer un appartement à Québec. Et c'est son mari qui avait dû aller signer pour qu'elle puisse louer l'appartement. Alors, cette ministre-là, Mme Claire Casgrain, avait fait changer la loi sur le statut juridique des femmes pour que les femmes puissent avoir leur autonomie juridique. Donc, il y a un grand bout de chemin qui a été fait dans le domaine de la santé, l'éducation. Mais c'est un sujet qu'il faut sur lequel il faut continuer à travailler. Et on parlait beaucoup de conditions féminines. Moi, je veux faire progresser le discours dans la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas un combat entre les hommes et les femmes. Ce sont les hommes de le préciser. Oui, puis je veux le préciser. C'est pas un combat. Ce sont les hommes et les femmes qui travaillent ensemble pour le mieux, pour atteindre une société meilleure. On veut que des femmes aillent travailler dans des métiers non traditionnels, mais on veut aussi que des hommes aillent travailler dans des métiers non traditionnels. Par exemple, l'enseignement au primaire, c'est vraiment une profession qui est occupée majoritairement par des femmes. On voudrait que des hommes aillent dans ces métiers-là pour que, dans l'enseignement primaire, on retrouve aussi le modèle masculin. Mais on veut que des femmes soient aussi engagées dans les métiers de la construction, par exemple. Et ça, c'est vraiment important pour nous de faire en sorte que la société puisse progresser là-dessus, dans une philosophie plus de collaboration et non pas d'affrontement.
afriquecanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? afriquecanada.tv est là. Ça se voit que la condition féminine au Québec est une marque de fabrique Made in Québec et, et ça se dit à travers le monde entier. Est-ce que c'est ce message aussi, culturel aussi, entre guillemets, parce que ça fait désormais partie de la culture québécoise? Est-ce que c'est aussi une fierté de faire passer ce type de message-là? Oui, c'est une fierté, mais aussi, je sais que nous sommes un modèle. Je sais que la société a progressé beaucoup. Parce que quand je vais dans des instances internationales comme à l'ONU ou que je rencontre des gens sur la scène internationale, on voit que la culture, la condition féminine a progressé beaucoup. On travaille aussi beaucoup sur l'image corporelle. On veut aussi travailler sur la diversité corporelle et on a mis en place une charte d'adhésion volontaire dans lequel l'industrie de la mode, l'industrie des mannequins, c'est-à-dire des fabricants de vêtements, soient conscients de cette diversité corporelle aussi. Et ça, on a travaillé là-dessus et je dois dire que ça suscite un engouement parce que, bon, vous connaissez comme moi certains problèmes que certaines adolescentes ont pour atteindre ces critères de beauté qui sont inaccessibles. Puis il y en a qui vraiment mettent leur santé en péril et même, dans certains cas, ça peut conduire à la mort. On l'a vu en France récemment. Et ça aussi, en Amérique du Nord, on est les seuls. Nous sommes les seuls qui avons adopté cette charte sur la diversité corporelle. Et dans les écoles de mode où on enseigne, on veut, et c'est vraiment très ouvert, parler de ces choses-là pour vraiment faire progresser encore une fois la société sur le plan de l'image de la femme, surtout. Mais il y a des hommes aussi, des jeunes hommes, là, on voit qu'ils commencent à avoir ces préoccupations-là. Puis il faut... Ça se voit aussi que la mode, c'est un pan de la culture ici au Québec. On a des grands designers. C'est sûr. Qu'est-ce qui fait également un peu, on va parler des grands artistes qui font déjà le charme du Québec à travers le monde entier, Céline, Garou et j'en passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour appuyer ces artistes-là qui véhiculent l'image du Québec à l'extérieur? On a des programmes de tournée sur la scène internationale. On a eu, il y a 3 ans, on a vu que le gouvernement fédéral s'était retiré de certains programmes de tournée de nos artistes à l'international et le premier ministre Charest a voulu que nous compensions ces pertes-là parce que nous y croyons beaucoup. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, nos artistes québécois. Vous avez parlé de Garou, Céline Dion, Luc, on peut parler de Luc Plamondon. Ils sont nombreux dans tous les secteurs des arts de la scène et des arts visuels. Et c'est vraiment important parce que c'est de faire porter ailleurs notre message. Le fait que nous sommes une culture française en Amérique du Nord, nous sommes que 2% en Amérique du Nord. Il y a une forte volonté de protection aussi reliée à la culture. Moi, je pense que si notre culture est si forte, c'est qu'elle est motivée par cette volonté de protection. La protection de notre culture, de notre langue, fait en sorte qu'on dirait que ça suscite encore plus de création. Donc, on veut que notre message porte. Et dans nos délégations, partout à travers le monde, nous avons des bureaux et des délégations au nombre de 29. Dans chaque endroit, on a un attaché culturel. Cet attaché culturel-là a pour mission d'établir des contacts avec des diffuseurs internationaux, de faire en sorte Les bureaux sont où? On en a un peu partout à travers le monde. On en a en France, on en a aux États-Unis, en Italie, nous en avons en Afrique également, nous en avons un peu partout. On pourrait éventuellement, si ça vous intéresse, vous donner la liste. Mais en tout, nous avons 29 bureaux. Et est-ce que ces bureaux-là sont similaires à des j'ai envie de dire, à des centres culturels? Il y a des contacts qui se font. Par exemple, le bureau de Paris, notre attaché culturel, fait des contacts avec les diffuseurs, les centres, tout ce qui grouille dans le domaine de la culture. Si les artistes, par exemple, québécois ont besoin d'avoir des contacts sur place,
ils peuvent faire appel à nos délégations et nos bureaux pour établir les contacts. Alors, on y tient énormément. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et vous savez, il y a des études, des recherches qui ont été faites sur par rapport à la presse, les journaux internationaux. Quand on parle du Québec, c'est le Journal de la Presse qui a fait cette étude-là en 2007. 40% des articles des journaux qui traitent du Québec à l'international, 40% de ces articles-là portent sur la culture québécoise. Alors, c'est quand même assez important. On a aussi des bureaux en Asie, à Pékin, à Shanghai, on a aussi à Tokyo. On a aussi également des résidences d'artistes. On a des studios pour que nos artistes, on a 6 studios à travers le monde pour que nos artistes aillent s'imprégner d'une autre culture. Ce sont des stages de 6 mois. Et on veut, si les budgets si les budgets sont bons et si on peut réussir à passer à travers notre déficit, moi, j'ai vraiment comme vision d'ouvrir encore plus de bureaux parce que c'est vraiment une belle façon pour des artistes du Québec d'aller pendant 6 mois s'imprégner d'une autre culture, aller chercher des idées ailleurs, mais aussi parler de notre culture québécoise. Alors, on pose beaucoup de gestes et c'est très important pour nous. Puis le premier ministre Charest, il tient beaucoup qu'on puisse vraiment appuyer et accompagner nos artistes. Est-ce que ces actions-là seront accentuées au niveau de l'international? Parce qu'il est important de noter que le Québec, c'est avant tout une province du Canada. Oui. Et il y a d'abord un rapport qui existe d'abord entre le Québec et le reste du Canada, et ensuite entre le Québec et le reste du monde. Alors, est-ce que cette expression-là de faire véhiculer le message du Québec, oui, la promotion du Québec à l'international, est-ce qu'elle est amenée à s'accroître? Oui, on a aussi au Canada, du côté du reste du Canada, on a des communautés francophones au Canada aussi. Et ces communautés-là veulent évidemment recevoir des artistes. Alors, on fait de la diffusion à l'extérieur du Québec. À Toronto, par exemple, il y a une semaine de la culture québécoise qui se tient à Toronto à chaque année. On diffuse également le cinéma québécois. On veut que le cinéma québécois soit diffusé. Alors, on pose des gestes aussi au Canada. Avec les Acadiens, moi, je veux encore plus développer nos liens, parce qu'il y a aussi encore là, quand on parle de survivance de la langue, nous, au Québec, on a cet enjeu-là, mais dans le reste du Canada, c'est encore plus fragile, la protection de la langue française, et on pense que le Québec a un rôle à jouer pour les francophones des autres provinces. Nous, comme gouvernement, on a un gouvernement qui est d'allégeance fédéraliste. Alors, nous croyons au Québec dans le Canada. Nous pensons que le Québec peut se développer à l'intérieur du Canada et nous ne voulons pas aussi abandonner nos concitoyens des autres provinces qui partagent la même langue que nous. Et comme gouvernement fédéraliste, on pense que c'est une façon aussi de protéger nos concitoyens de l'extérieur du Québec. Le Québec, c'est aussi multiculturel. C'est blanc, c'est black, c'est beurre. C'est tout ce mélange là qui fait la beauté et le charme du Québec. Oui. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui aussi qui est fait à votre ministère pour accompagner un peu les artistes issus de l'immigration? Vous étiez là l'autre jour. On était, je pense que vous étiez présent. On a ce programme diversité qui est vraiment important parce que ce sont des bourses et c'est sur 3 ans. Il y a le ministère, il y a le Conseil des arts et des lettres, le Conseil des arts du Canada. Plusieurs organismes, on s'est mis ensemble pour créer ce programme que nous venons de renouveler. C'est un programme qui a été créé il y a 3 ans. On vient de le renouveler pour les 3 prochaines années. Ce sont de petites bourses de démarrage pour des gens qui sont issus de l'immigration. Et ça fait en sorte que ça peut être la petite bougie d'allumage pour une carrière plus importante, pour démarrer enfin son projet, pour avoir sa place au soleil, sa première chance. Et c'est un programme et lorsqu'on l'a rendu public l'autre jour, le renouvellement, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de monde, il y avait au moins 60-80 personnes, et j'ai remarqué à quel point c'était stimulant pour les personnes qui étaient là, des communautés culturelles. Mais ça ne veut pas dire que si une personne, un artiste, a accès à ce programme-là, qu'elle est bannie des autres programmes. Au contraire, les programmes sont pour tous les Québécois, qu'ils soient, en guillemets, de souche ou qu'ils soient issus de l'immigration. Mais celui-là,
il est vraiment réservé pour permettre à ces personnes issues de l'immigration qui ont peut-être, qui ont aussi, il faut qu'il y ait une adaptation. Je pense que vous l'avez peut-être vécu quand vous êtes arrivé ici. Il y a une adaptation, il y a une culture différente. Alors, il y a plein de choses à apprendre. Puis si on peut donner cet élan-là, je pense que le programme est là pour ça. Puis on a vu des preuves, là, des gens qui sont venus témoigner, c'est vraiment des beaux témoignages. C'est vrai que ce programme suscite beaucoup d'engouement. Oui. Et puis depuis que l'article est passé sur notre chaîne, il y a beaucoup de questions. Et il y a un artiste particulièrement qui m'a approché du nom de Abel Maxwell, qui est un pianiste qui a longtemps joué à différents festivals ici, jazz, à Montréal. Et il dit qu'il a une invitation pour se rendre dans un pays africain, justement pour un festival de jazz, qui est le festival le plus important de jazz en Afrique, qui se trouve Jazz à Ouagadougou. Et il est pris en charge par le festival pour se cacher pour les artistes qui l'accompagnent, mais pas pour son billet d'avion. Est-ce qu'il y a une bourse qui peut lui permettre d'effectuer ce voyage-là pour la professeure du Québec? On a des programmes au Conseil des arts et des lettres. Il y a un programme pour la diffusion des artistes. Moi, je l'inviterais à s'adresser au Conseil des arts et des lettres. Il y a des programmes pour ça. Il y a aussi, au ministère, on a un programme pour des tournées internationales. Alors, écoutez, je ne connais pas le dossier là, dans le détail, mais il y a certains programmes qui sont là pour justement accompagner les artistes qui sont, comme vous dites, là, invités d'honneur dans un festival. Et ça, il y a des choses qu'on a. On va revenir maintenant. Je ne sais pas s'il a fait sa demande puis qu'il a été refusé, mais enfin, je l'invite. Il a tenu à ce que je pose sa question à Mme la ministre Audu. Voilà la réponse. Oui, il y a des programmes, mais je l'invite à aller les demander parce qu'ils sont là pour justement faire en sorte qu'on puisse diffuser pas uniquement la culture québécoise, mais la culture de tous les Québécois qui sont ici et qui construisent le Québec. On va revenir au monde de la communication. Vous êtes aussi ministre de la Communication. Oui. On voit que c'est un secteur qui est de plus en plus touché par l'émergence ou l'avènement d'Internet et que ça disparaît un peu, ça arrange d'autres facteurs et d'autres médias. Aujourd'hui, quel constat vous faites? Quel bilan faites-vous du monde des médias? Je te dis les médias classiques, c'est-à-dire les journaux, presse, papier, écrit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est amené à disparaître? Il y a une profonde mutation, ça c'est très très clair, et je pense que ce qui était inaccessible avant devient accessible. Il y a des très très beaux côtés. Ce qui était inaccessible avant devient accessible. Par exemple, l'Internet, on peut être vu sur l'Internet partout à travers le monde, on peut diffuser notre message partout à travers le monde sans que ça coûte des fortunes, ce qui était à peu près impossible auparavant. Il fut une époque où si vous vouliez envoyer un reportage dans votre pays d'origine, vous deviez mettre la cassette sur l'avion. Puis ça prenait... patienter. Il fallait patienter. Et alors ça, je veux dire, ça ouvre. Et vous pouvez, si vous voulez aller consulter des journaux, des médias internationaux, d'un clic de souris, vous pouvez lire The Guardian, le New York Times, le Washington Post. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça ouvre plein de possibilités pour diffuser ce qu'on a à dire, mais aussi recevoir ce que les autres ont à dire. Là où il y a comme un aspect plus négatif, c'est-à-dire les médias traditionnels, subissent le contre-coup de ça parce que la publicité et les publicitaires vont moins sur les médias traditionnels, puis ils vont pas nécessairement sur les nouveaux médias. Ça, c'est plus compliqué. Puis il y a aussi la diversité des voix. Il peut y avoir il y a des médias traditionnels qui disparaissent. Et là, ça met en péril la diversité, ça peut mettre en péril la diversité des voix. Puis moi, dans les régions, j'ai vraiment une préoccupation pour l'information locale et régionale. L'information de proximité, c'est très, très important. La première chose que vous voulez savoir quand vous levez le matin, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous, dans votre entourage. Et si vous n'avez pas cette information-là, et si vous avez uniquement une seule source d'information, c'est peut-être pas suffisant pour faire une opinion. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une diversité des voix. Et ce qui va être la clé, je pense, c'est qu'on puisse accéder au Québec à l'Internet haute vitesse. Présentement, l'Internet haute vitesse n'est pas accessible dans toutes les régions du Québec. Et c'est vraiment la volonté de notre gouvernement d'y arriver. Parce que, les grandes entreprises n'y vont pas parce que c'est pas suffisamment payant d'aller s'installer. Alors, il faut qu'on puisse pallier à cette lacune-là. Et je pense qu'une fois qu'on aura cet Internet haute vitesse, on va voir naître
des médias communautaires ou des médias... L'information régionale va se diversifier. Donc, on est pour faire une conclusion à votre question, c'est... Nous sommes en profonde mutation. Il y a des belles perspectives. Moi, je vois des choses très importantes, mais il y a certainement un changement de mentalité qui devra se faire dans la pratique journalistique. Voilà, Madame la ministre, on tend allègrement, sinon nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est déjà terminé? Parce que le temps passe très vite quand on est avec vous. Je fais des réponses trop longues? Non, c'est pas ça, c'est parfait. Vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Ah oui, je dis à vos téléspectateurs que le Québec est amoureux de vous, comme je pense que vous êtes amoureux de nous, et les échanges qu'on fait, comme celui que nous faisons aujourd'hui, bien on souhaite que ça se multiplie. Puis, je vous souhaite plein de belles choses pour 2011. Voilà, c'est sur cette belle note de Madame la ministre, Madame Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, que se referme cette émission. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.